Tous et à toutes sur ce webinaire qui n'en est plus un, qui est maintenant une table ronde où nous allons pendant 1 heure vous proposer un échange des regards croisés sur l'actualité. L'actualité bien sûr liée au Covid-19 et à sa gestion humaine, un regard croisé entre psychologues et avocats. Je suis accompagné par mes deux acolytes que nous connaissons maintenant depuis 2 semaines. Karine Boucher d'une part, psychologue, consultante et formatrice spécialisée en droit du travail et en risques psychosociaux. Et d'une autre part, Barbara Hart, avocate associée au sein du cabinet Sésame Avocats, Bonjour. en droit du travail. Voilà. Cette table ronde vous est proposée par Cali Social, qui est un cabinet de gestion des risques psychosociaux, et par Sésame Avocats, un cabinet de droit du travail. Bonjour à tous, donc encore une fois. Nous allons vous proposer aujourd'hui une réflexion sur le salarié. Nous avons constaté un petit peu, nous avons notre 3e table ronde. Nous avons constaté beaucoup de questions autour de la situation du salarié, situation professionnelle et personnelle du salarié. Donc, nous avons découpé ça en 4 points. Ce sont des points flexibles. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions sur le chat public. On essaiera de répondre au maximum à vos questions tout en gardant une thématique, une logique, puisque nous allons aborder aujourd'hui, finalement, la situation du salarié d'un point de vue psychologique et d'un point de vue juridique. Qui est encore sur le terrain, pardonnez-moi l'expression, hein, le salarié qui est en activité partielle, et puis on fera peut-être un petit point si on a le temps sur le salarié qui est en garde d'enfants, parce que c'est aussi quelque chose qui doit se combiner. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions, on y répondra, et je vous propose d'entamer directement le sujet avec le premier point. Le salarié en télétravail, c'est la situation dont on parle le plus, ça n'est pas forcément la majorité suivant les corps de métier, mais c'est la situation dont on parle le plus. 2 points que nous allons aborder successivement. Un premier point psychologique. Quels sont les risques pour le salarié en télétravail? Quels sont les avantages? Quelles sont les possibilités pour garder le lien, comme va l'expliquer Karine? Et puis un point juridique, parce que télétravail, c'est aussi une situation particulière de travail, ce qui est quand même à gérer. Karine, je te laisse la main peut-être au début pour commencer à nous expliquer un petit peu isolement, équilibre, comment est-ce qu'on gère le télétravail quand au départ. Alors, merci Mathieu pour cette introduction. Bonjour à tous. Justement, nous sommes dans une situation exceptionnelle et nous continuons d'apprendre des uns des autres au détour des expériences et du déroulement de ce confinement. Et justement, sur le terme télétravail, j'ai échangé avec des collègues. Et il y avait une distinction à faire entre télétravail et travail à domicile, parce que bien évidemment, la situation nous invite et exige que nous concilions notre espace privé avec le fait de demeurer engagé au travail pour beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, il est important, et je pense qu'on va le répéter plusieurs fois au détour de cet atelier, de ne pas rester seul, d'éviter l'isolement. Nous avons la chance de vivre des temps avec des outils collaboratifs très variés et il est important de demeurer en lien. Le manager va avoir une place prépondérante pour maintenir cette cohésion d'équipe avec des outils collaboratifs. Le fait de devoir structurer le temps, construire ensemble des rituels, des repères communs et s'adapter ainsi au mieux à cette situation hors norme et prendre en compte évidemment les aspects personnels, mais maintenir son engagement dans le travail. Barbara, je te laisse présenter les aspects juridiques qui sont aussi un cadre de repère extrêmement important et contributeur de santé. Oui, en effet, la distinction, elle va vraiment s'opérer, on en a discuté avec Mathieu, véritablement entre les personnes qui avaient l'habitude de télétravailler, parce que bon nombre de salariés connaissent déjà cette forme de travail qui est devenue extrêmement courante dans nombre d'entreprises. Elle est réservée aux salariés dont le travail peut évidemment être exporté à la maison, à des activités support, souvent des cadres. Pour cette population-là, finalement, la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est certes très contraignante pour tous les aspects, Karine, que tu viens d'évoquer, mais les choses vont se faire plus facilement. Il y a aussi la forme de télétravail qui n'était pas quelque chose qu'ils exerçaient ou qu'ils avaient l'autorisation d'exercer à distance. Et là, le choc est plus important puisque véritablement, il faut se mettre à jongler entre vie personnelle et vie privée. Le rôle du manager au plan juridique est
totalement central. Parce qu'à nouveau, pour rappel, l'entreprise est responsable de la préservation de la santé et de la sécurité du salarié. Et ça couvre, bien évidemment, ce nouvel et exclusif lieu de travail qui est le domicile du salarié. En d'autres termes, sur les épaules du manager va reposer la difficile tâche de tenter de coordonner la restitution du travail, l'organisation et l'adaptation de la charge de travail, les thématiques qui restent à définir, que va-t-on faire des évaluations du salarié. Donc ces aspects-là sont totalement centraux pour le manager. Karine, d'un point de vue psychologique, Barbara souligne une différence entre finalement le salarié qui a l'habitude du télétravail et le salarié qui, lui, va être projeté dans cette situation de télétravail liée au Covid-19. Est-ce que d'un point de vue psychologique, il y a du coup des choses peut-être à faire plus attention pour les salariés qui viennent de débuter cette forme d'activité, ou est-ce qu'il faut prêter, à ton sens, la même attention aux salariés qui ont l'habitude du télétravail par rapport à ceux qui n'en ont pas du tout l'habitude et qui se retrouvent tout d'un coup dans un nouvel univers? L'employeur là-dessus, il fait une distinction pour toi, ou alors au contraire, il gère tout le monde de la même manière? Non, je pense que c'est clair que l'employeur prend en compte le fait que de toute façon, il a des obligations de prévenir les risques pour la santé, et même sans être exclusivement sur un point de vue de santé psychique, d'un point de vue de santé, quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'utiliser ces outils collaboratifs, c'est une personne qui va être en phase de suradaptation. L'adaptation face à des inconnus, face à des imprévus et au regard de l'épreuve collective que nous traversons peut être source de stress, même si chacun réagit différemment. Il est clair que pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être en lien avec ses collègues via des outils collaboratifs, on va être sur des mécanismes de suradaptation, enfin du moins d'une exigence d'adaptation énorme. Pour reprendre ce que nous disions précédemment, on doit d'autant plus s'adapter que l'on est dans son espace privé. Pour certains, les conditions seront peut-être plus confortables avec un espace privé suffisamment grand. Pour d'autres, ce sera justement un problème d'espace, d'où l'importance de structurer son temps et son espace. Et le manager a un rôle central et devra prendre en compte, en effet, les spécificités de chacun, maintenir un cadre et co-construire avec ses collaborateurs et son équipe des repères pour des réunions, pour redéfinir les tâches, de façon à prendre en compte ces spécificités. Mais il est clair que pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ce cadre de travail, l'adaptation sera plus importante. Et attention, c'est le dernier point avant que je te laisse la parole, Barbara, sur le plan juridique, attention aux effets de l'hyperconnectivité. Quand je parle de structurer son temps, ça veut dire respecter des temps de pause, respecter les temps physiologiques, parce que l'hyperconnectivité peut avoir des impacts sur la santé. Alors en fait, ce qui est vrai, c'est que on se rend compte qu'avec ce rôle accru du manager qui va devoir faire face à cette nouvelle situation, cette nouvelle façon d'encadrer ses équipes, le rôle des RH en support va devenir complètement central, parce que bien évidemment, le rencontre une situation totalement hors norme, doit faire face à une nouvelle adaptation qui va être très difficile. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions qui tournent autour de comment faire pour aider nos managers, comment pouvons-nous essayer de trouver des outils pour les aider à faire face à cette situation inédite. C'est là qu'effectivement, peut-être inventer, créer, se mettre d'accord ensemble avec le management sur des bonnes pratiques en termes de comment communiquer avec les équipes, comment instaurer ces rituels, comme le disait Karine. Est-ce qu'on fait des réunions quotidiennes avec les collaborateurs? Il faut aussi veiller à ceux qui, à nouveau, ont moins l'habitude, sont moins à l'aise, donc peuvent être sollicités peut-être un petit peu plus souvent. Donc ces guides des bonnes pratiques nous semblent totalement nécessaires. Donc des chartes à mettre en place pour éviter une surexposition, pour rassurer, c'est un peu l'idée derrière. Et le rôle le plus important, celui du manager, derrière, oui, c'est ça. Assisté sans doute par les ressources humaines qui doivent mettre en place aussi peut-être des formations
des formations juridiques, mais aussi des formations psychologiques sur cette question-là. Quel est le Pour point? assurer, voilà. Oui, vas-y. Oui, pardon. Et je disais également, Mathieu, on avait eu la question également sur la prévention du harcèlement. C'est aussi une préoccupation qui est très importante de la part des sociétés. Elles ont l'habitude d'être très vigilantes pour certaines dans le type de communication à distance. Comme le disait Karine, il faut préserver les temps physiologiques, les temps de repos. Donc, vraiment veiller à donner des guidelines aux managers sur comment communiquer et à quel moment il est possible de le faire, il est recommandé de le faire avec cette situation de télétravail collective. Alors justement, juste un point de précision, à la fin de cette table ronde, des fiches pratiques vous seront proposées, des exemples de chartes. On a surtout à l'heure actuelle, je pense, des retours de managers sur la créativité de chacun. Il est important de faire place aussi je témoigne d'un échange avec un partenaire qui disait, voilà, il y a les temps de travail, il y a les réunions, mais le matin, on commence par une petite réunion WhatsApp, café tous ensemble. D'autres vont mettre sur pied des challenges avec un peu d'humour, type partage de photos en pyjama. Voilà. L'humour est un vecteur important de résilience. Donc, en effet, il va être important de redéfinir les tâches, de maintenir du lien et à la limite, assurer et créer et maintenir un cadre de travail stable. Est-ce qu'on a une nécessité, est-ce que c'est utile dans le maintien de ce cadre de travail stable de penser à l'après? Parce qu'il faut penser à l'après, enfin, il faut toujours voir un petit peu plus loin que la crise qu'on traverse. Est-ce qu'il y a une nécessité maintenant pour les managers je dirais, est-ce que ça rassure les salariés d'un point de vue psychologique et est-ce que c'est utile d'un point de vue juridique de maintenant adapter les objectifs, de prendre en compte cette crise, parce que le salarié est forcément quand même un peu moins efficace, même si le télétravail, c'est du travail. Est-ce qu'on doit maintenant adapter tout de suite les objectifs ou est-ce qu'on doit attendre et faire un bilan après? Quelle est votre opinion là-dessus? Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Je vais commencer parce que je pense que le cadre juridique est vraiment important et je vais juste apporter quelques éléments de réponse. Moi, je vais poser quelques points de repère du point de vue santé. C'est une utopie de penser que nous pouvons continuer à délivrer et, entre guillemets, excusez-moi le terme, de performer comme en situation, entre guillemets, normale. Il est vraiment important de différencier ce qui est urgent et important et à faire immédiatement de ce qui est important, mais qui peut attendre et qui pourra être fait ultérieurement. Vraiment, il est aussi fondamental que le manager agisse sur ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que le manager puisse repérer ce sur quoi un collaborateur aura plus envie de se positionner sur tel sujet plutôt qu'un autre. Mais il me semble, d'un point de vue santé, fondamental de redéfinir les priorités, de redéfinir les exigences organisationnelles au regard de la situation exceptionnelle que nous vivons. D'accord. Barbara, d'un point de vue juridique, est-ce qu'on le prend en compte maintenant? Est-ce qu'on attend plus tard? Moi, je pense qu'il y a effectivement, on est peut-être rentré dans une deuxième phase, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, de cette crise inédite, à savoir, il y a eu vraiment cette première étape qui a consisté à s'adapter à la situation, à absorber les difficultés, les contraintes, à tenter de trouver des organisations professionnelles et personnelles à tous les plans, et pour les entreprises, à nouveau, ces premiers temps ont été consacrés de façon massive à réfléchir à la bonne organisation et très souvent à solliciter un chômage partiel. On y viendra un petit peu plus tard quand on examinera peut-être cette situation-là plus dans les détails. Je crois que à présent que les choses sont un petit peu plus calées au thème organisationnel
organisationnel pour les entreprises, il est peut-être venu ce temps de commencer à regarder plus dans le détail où on en est de l'activité, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'attendre. Ce qui est une évidence, c'est que le télétravail est une forme de travail, Mathieu l'a parfaitement dit, il y a une attente de la part des entreprises de continuer à produire, c'est une nécessité économique absolue aussi, mais il est tout aussi important, évidemment, de faire preuve de la plus grande flexibilité. On n'imaginerait pas aujourd'hui entrer dans des espèces d'attitudes qui consisteraient à scruter la performance ou entrer en voie de sanction. Ça paraît totalement déconnecté avec la manière dont les choses sont vécues, et on est plus dans, me semble-t-il, une tendance RH qui va être d'accompagner tout le monde, de veiller à ce que tout le monde ne décroche pas, et d'essayer de tendre vers un objectif commun en redéfinissant un petit peu, bon voilà, dans cette période-là, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Qu'est-ce qu'il est raisonnable d'espérer de chacun? Et comment, à tour de rôle, on va pouvoir contribuer du mieux possible? Parce qu'aussi, nos situations individuelles en télétravail, elles sont très diverses. Selon nos situations personnelles, notre état de santé. Donc cette adaptation, elle est fondamentale, même au plan juridique, bien évidemment. Mathieu, je voulais juste ajouter quelques mots sur l'après-confinement. Je pense qu'en effet, il est important d'essayer d'avoir une perspective. Pour autant, je crois qu'il est sage de demeurer mesuré. Et comme l'a dit Barbara, nous sommes sur un processus évolutif. Les 2 dernières semaines, je pense que pour chacun, on a été sur une adaptation, une organisation, voilà, comme un peu s'habituer à cette façon de vivre le travail et de vivre notre vie personnelle et familiale. Maintenant, on s'installe dans quelque chose que l'on sait qui sera plus long que ce qui nous avait été annoncé au départ. Et en effet, la perspective est importante, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer, et c'est ce qui est difficile aussi d'accepter, c'est qu'on n'a pas le contrôle. De toute façon, c'est illusoire de croire que dans la vie, on a le contrôle sur tout. Mais là, c'est d'autant plus amplifié. On n'a pas la main sur ce qu'il adviendra après. On peut réfléchir, on peut essayer de penser le travail pour l'après. Il y a des mesures préventives, que ce soit d'un point de vue économique, qui peuvent être mises en place. Pour autant, il y a un certain nombre d'inconnus et il faut apprendre, chacun et collectivement, à accepter le fait qu'on n'est pas dans la totale maîtrise de ce qu'il en est. Pour autant, revenir au présent, revenir ce sur quoi j'ai des marges de manœuvre, c'est extrêmement important d'un point de vue santé et dans la façon de conduire ses activités. D'accord, anticiper et peut-être redéfinir les choses actuellement, c'est peut-être le mot-clé pour les télétravailleurs qui doivent être, je dirais, assez souples et assez flexibles. Mais aussi un peu encadré, pardon. Et encadré avec voilà, ces charges, des repères, y compris au niveau RH. Encadré et supporté finalement, quelque part, les deux. Voilà. La situation est complètement différente. Et là, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord, je crois, entre Karine et nous, entre le psychologue et le juriste, sur la notion de salarié en activité sur le terrain, notamment au niveau de ce que doit faire un manager sur le terrain. C'est l'autre partie des salariés qui est extrêmement concernée en ce moment. Ce sont les salariés, on en entend parler énormément, de tous ceux qui doivent assurer un rôle physique encore sur le terrain qui est nécessaire actuellement. On pense notamment aux professions alimentaires, on pense aux professions de livraison. Beaucoup d'entreprises, notamment de livraison, par exemple, ont fait un recul. La Poste a annoncé qu'elle arrêtait le courrier pour des questions de santé et de sécurité de ses salariés. Ce matin, on entend beaucoup de cette notion de fracture sociale entre les salariés en télétravail d'une part et les salariés sur le terrain d'autre part. Il y a vraiment une notion de fracture qui se fait. Psychologiquement, est-ce que c'est la même chose? Comment on gère cette anxiété d'être sur le terrain? Juridiquement, comment on se protège? Le challenge n'est pas du tout les mêmes. Karine, je te laisse ouvrir le bal. Vincent, nous avons vu votre question. On en reparle après, pas de problème. Karine, sur le salarié, sur le terrain finalement, comment on fait? Comment on le gère? C'est pas du tout la même situation. Non, c'est pas la même situation et on va pas se raconter d'histoire. Les salariés qui sont sur le terrain, il est d'autant plus important d'être vigilant à proposer des mesures de prévention en termes de santé. Pour la plupart, on entend, et pour certains, j'imagine que vous faites vos courses aussi, vous pouvez voir qu'il y a des mesures de prévention
qui sont mises en place. J'ai eu la mauvaise surprise la semaine dernière aussi de constater que dans un magasin d'alimentation, rien n'était fait. Là, il y a la responsabilité de l'employeur. Barbara, je te laisserai intervenir sur le sujet. Mais les personnes qui sont sur le terrain, il y a quelque chose d'important, c'est que ce sont des personnes qui peuvent avoir peur. La peur est différente de l'angoisse. La peur a un objet concret. La peur est justifiée du fait que l'objet concret, c'est le virus, la peur d'attraper la maladie. L'angoisse, c'est différent et fait appel à des mécanismes plus subjectifs. Pour autant, il est vraiment important de rassurer au maximum les collaborateurs, de mettre en place toutes les mesures concrètes qui permettent de préserver la santé des collaborateurs en activité sur le terrain, respecter les distances de sécurité, proposer des gants, des masques si c'est possible. Enfin bref, protéger la santé du salarié, ça fait partie des impératifs réglementaires de l'employeur. Je reviendrai avant de laisser la parole sur le cadre juridique à Barbara, sur le fait qu'il est important, à mon sens, et quand on partage avec d'autres collègues, de maintenir du lien entre équipe sur le terrain et équipe en télétravail. Il est vraiment fondamental de préserver la cohésion, quelle que soit la forme d'activité que l'on exerce en phase de confinement. Il est important de maintenir de la cohésion d'équipe, de faire des points, même si une partie de l'équipe n'est pas présente sur le terrain et que une autre partie est présente sur le terrain, de faire du lien entre ces différentes populations et bien évidemment d'assurer un cadre de sécurité quand on est sur le terrain et d'accompagner les salariés qui peuvent être habités par la peur, et beaucoup en témoignent. Parfois, c'est la peur au ventre, la boule au ventre qu'ils vont exercer leur métier. Donc, vraiment important de rassurer et de ne pas hésiter à orienter si le collaborateur a besoin d'échanger plus avant. Alors en effet, c'est des situations qui sont très complexes en ce moment, c'est-à-dire pour l'employeur de répondre à ce que vous savez, à savoir cette obligation de préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs, quoi qu'il arrive, que ce soit en télétravail, que ce soit sur le terrain. Il y a cette obligation, donc il y a des enjeux de responsabilité très importants pour toutes les entreprises. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Évidemment, les situations sont très diverses selon ceux qui sont encore en activité, mais globalement, la difficulté est la suivante, c'est que certaines entreprises sont dans l'obligation de poursuivre une activité, soit parce qu'elles sont essentielles à la continuité de la vie économique, soit parce qu'elles peuvent le faire en assurant un certain nombre de mesures de prévention qui sont jugées à ce stade suffisantes. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a parfois une très grande difficulté de compréhension entre le management et les salariés qui vont pas forcément adhérer à la manière dont leur prévention est prise en compte, et ça pose la problématique du droit de retrait. Donc à nouveau, qu'est-ce que l'entreprise doit absolument faire? L'absolue nécessité, c'est de revoir de façon extrêmement scrupuleuse est-ce que les mesures qui sont proposées par le gouvernement, par le ministre de la Santé, est-ce que ces mesures de santé sont suffisantes, sont adaptées à mon entreprise? Il y a eu plein d'initiatives qui ont été faites par par exemple, les supermarchés, etc., qui ont rajouté des écrans de protection, etc. Donc, véritablement travailler la mesure de prévention pour essayer de trouver une adhésion avec le salarié, ça va être ça l'enjeu. Bien évidemment, adapter le document unique de prévention des risques, une nécessité totale en matière de mise en cause éventuelle de la responsabilité, car bien évidemment, derrière cet enjeu de responsabilité, il y a potentiellement la question cruciale de l'accident du travail, de la maladie professionnelle, des salariés qui contracteraient le virus. À nouveau, cet enjeu-là, il sera jugé plus tard. Il ne sera pas jugé aujourd'hui, où on fait absolument, les entreprises font leur maximum pour répondre à leurs obligations. Plus tard, il y aura évidemment devant les tribunaux des mises en cause des entreprises, et c'est à ce moment-là qu'il sera mis sur la table, est-ce qu'on a fait assez, est-ce qu'on n'a pas fait assez. Donc aujourd'hui, à minima, les entreprises doivent développer vraiment des capacités d'adaptation très fortes pour essayer de répondre aux mesures de prévention les meilleures possibles
étant donné avec les contraintes qu'on connaît aujourd'hui de disponibilité des masques notamment. Et dans un deuxième temps, de faire effectivement tenter de trouver l'adhésion, parce que derrière, je le disais en préambule, il y a l'enjeu du droit de retrait qui devient quelque chose d'extrêmement problématique à gérer. Nous avons parmi nos clients des équipes qui connaissent cette situation où les salariés se jugent par la peur, mus par la peur, comme l'a décrit Karine, qu'ils ne sont pas suffisamment en sécurité, quelles que soient les mesures de prévention qui sont prises pour les protéger. Et à cela, véritablement, il n'y a que le dialogue qui peut parvenir à résoudre cette problématique. Dans certaines situations, ça va être trouvons un accord pour réduire encore le temps de présence, trouvons un accord pour réduire le nombre d'intervenants présents sur un site, que ce soit un hôtel encore ouvert, que ce soit un chantier, etc., de sorte que on arrive à un minimum commun acceptable. Et au plan juridique, c'est ce qui protégera le mieux l'entreprise et bien évidemment les salariés, c'est de trouver quelque chose dans lequel chacun a une marge de manœuvre qu'il juge acceptable, en se disant cette situation-là, telle qu'elle a été adaptée, me permet de venir travailler. Donc ces mesures de prévention, documents uniques, plan de prévention naturellement revu totalement à zéro avec les entreprises intervenantes pour s'adapter à l'inédit que nous vivons, et du dialogue absolument avec les salariés, avec les outils qui sont les suivants, réduire encore la possibilité de travail sur le site, faire appel au volontariat si véritablement il n'y a plus d'autre choix, et bien évidemment, Karine le disait, ça c'est absolument fondamental, maintenir ce lien avec le management, définir en quoi le management serait d'accord de venir sur le site quand c'est encore possible, réduite, de façon évidemment en respectant au maximum les mesures de prévention, mais un encadrement qui fasse que le travail soit encore accepté par les équipes sur le terrain. Alors, pour compléter un témoignage de bonne pratique sur ce maintien de lien entre ceux qui sont sur le terrain et ceux plus à distance, Vincent, je crois, témoignait que les messages de soutien des collaborateurs en télétravail étaient diffusés sur les écrans pour les personnes qui sont sur le terrain et sont communiqués aux équipes qui sont sur le terrain. Par ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a des secteurs où ils recrutent. Le fait de faire appel au volontariat ou de se positionner peut-être sur un autre type de métier temporairement, c'est important aussi de le valoriser parce que l'inactivité peut nous mettre face à une perte de sens et qu'il sera important de retrouver le sentiment d'utilité en termes de protection de la santé est extrêmement important. Donc, que ce soit soutenir les collaborateurs qui sont sur le terrain ou peut-être s'engager dans une activité différente parce que temporairement, on est en chômage partiel, c'est important. Et voilà, chacun trouve la juste mesure en fonction du cadre dans lequel il est. Une question qui nous a été adressée, comment accompagner pendant cette période les situations manager N+1 qui étaient plus que conflictuelles avant le confinement. Le salarié ne risque-t-il pas de se retrouver encore plus isolé? Quels peuvent être les risques et comment les prévenir? Alors, d'un point de vue, j'allais dire management relationnel, et je laisserai la parole à Barbara après, il est fondamental de maintenir du lien. Si au préalable du confinement, on avait plutôt des relations conflictuelles avec son manager, c'est peut-être l'opportunité d'essayer de poser un autre type de communication. Encore une fois, nous sommes tous en train d'apprendre, de tirer des leçons de ces situations exceptionnelles et peut-être que c'est l'opportunité d'essayer de communiquer différemment. Les managers sont pour la plupart déjà formés à des outils tels que l'écoute active, qui permet d'être dans une communication plutôt bienveillante sans complaisance. La bienveillance n'exclut pas l'exigence, mais pour autant, d'être dans une posture d'ouverture. Et le collaborateur peut très bien aussi challenger en toute tranquillité, ou du moins essayer son manager en posant les choses, en disant, j'aimerais qu'on arrive à se parler différemment, j'aimerais qu'on échange plus sereinement, j'ai tel sujet de préoccupation. Voilà, cette situation, elle nous invite peut-être aussi à expérimenter
des modalités relationnelles dont on n'avait pas l'habitude. Pour autant, si la situation demeure crispée, il ne faut pas hésiter à faire appel à un tiers et que le collaborateur ne reste pas isolé. L'isolement, c'est un facteur de risque majeur. Donc, si le collaborateur a la sensation que malgré quelques tentatives, la communication avec son manager ne passe pas, passez par un tiers, passez par les RH. Si vous disposez d'une ligne d'écoute, eh bien, passez par un conseil auprès d'un psychologue du travail ou d'un coach. Les partenaires sociaux, quand je dis les partenaires sociaux, ça veut dire que ce n'est pas forcément sur des modalités de conflit, mais c'est d'introduire un tiers qui va peut-être aider à fluidifier la communication. Barbara, je te laisse la parole sur ce sujet. Peut-être songer, je réfléchis à ce que tu dis Karine, et effectivement peut-être pourquoi pas profiter de la mise à disposition de ces nouveaux outils pour faire en sorte que les communications soient ouvertes à une équipe plus élargie que le N+1 et son salarié avec lequel il existe des tensions qui préexistaient. Car effectivement, autant on expérimente de nouvelles moyens de communication, mais quand si la situation est déjà très tendue, ça va être compliqué. Effectivement, ça va être peut-être compliqué d'arriver à dénouer, et le manager va peut-être pas être en capacité ou avoir le temps d'ingérer de nouvelles manières de procéder. En tout état de cause, si ça semble difficile, pourquoi pas une visioconférence à plusieurs, toute l'équipe, c'est-à-dire sortir du cadre de la communication email classique qui dégénère entre un manager direct et un collaborateur, et peut-être l'étendre à une communication, pourquoi pas visio, pourquoi pas cesser ces échanges qui souvent s'enquistent assez rapidement pour trouver d'autres moyens de communiquer avec peut-être une équipe où justement on n'est pas dans un duo dans lesquels les choses sont difficiles. Et je suis tout à fait d'accord avec Karine que les RH n'hésitent pas à trouver du support, des outils auprès de la médecine du travail naturellement, et du relais des représentants du personnel qui peuvent beaucoup aider en ce moment pour être source de remontée d'informations de la part des salariés et de leurs difficultés. Alors ça suscite pas mal de questions sur le chat, cette intervention sur le terrain. Je vais d'abord isoler une question qui est sur la notion d'activité partielle, parce qu'on va discuter de la notion du salarié en activité partielle après, donc on y reviendra après. En revanche, là, il y a deux points qui se redétachent. D'une part, on discute beaucoup de la situation des salariés sur le terrain, mais il y a certains salariés qui n'ont pas le choix. On pense notamment aux établissements médicaux en ce moment, aux établissements médico-sociaux. Comment on les gère indépendamment, de mettre en garde, voilà, les gestes de sécurité, tout le monde le sait. Et de l'autre côté, finalement, ça recoupe la même question, c'est une question de Francis. Le manager, dont on a beaucoup parlé, dont on a évoqué beaucoup le rôle central sur cette activité, qui lui l'aide, en fait, qui aide le manager lui derrière à gérer cette pression qu'il a. Donc parce que finalement, une fois qu'on a dit aux salariés sur le terrain, règles de sécurité qu'ils connaissent, je pense que c'est bien rentré dans les mœurs. Comment on fait pour aider? C'est uniquement de l'écoute, c'est aussi comment on maintient concrètement ce lien de manière vraiment concrète. On leur donne juste une écoute, ou on fait des choses beaucoup plus concrètes pour ces personnes-là qui sont en première ligne, vraiment? Alors, plusieurs questions, Mathieu, je pense, et puis j'ai vu aussi des questions qui défilaient. Je pense que il faut pas hésiter à mettre en place des lignes d'écoute où les collaborateurs peuvent faire appel à des experts dont c'est le métier, parce que l'écoute, voilà, tout le monde peut écouter, mais savoir identifier une personne qui est en véritable détresse psychologique, voilà, c'est un métier. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en place des lignes d'écoute. Il ne faut pas hésiter, en effet, à accompagner les managers qui vont être peut-être dans une forme de sursollicitation. Les managers ne sont pas des psychologues. Ils peuvent aussi traverser des moments de vulnérabilité, des moments de doute. Je pense que ce qu'il est important, c'est de mettre en place, que ce soit via des groupes WhatsApp ou n'importe quel outil collaboratif, des groupes de pairs qui vont favoriser l'analyse de pratiques avec un peu une forme de ce qu'on appelle le co-développement, où chacun expose une problématique dans le respect
et la confidentialité. Et comme ça, chacun peut apprendre et s'enrichir de l'expérience d'autrui. C'est vraiment important, en effet, de soutenir les managers qui doivent s'appuyer sur les RH et les RH qui peuvent en effet s'appuyer et doivent s'appuyer sur des experts tels que la médecine du travail, les lignes d'écoute. Je pense, j'ai vu une question passer sur les personnes, j'allais dire au front. J'ai horreur de ce vocabulaire de guerre, mais je pense au personnel soignant. Je pense qu'il est fondamental de ne pas laisser les soignants face à la situation, aux situations auxquelles ils doivent faire face. La mise en place de lignes d'écoute, il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'élan de solidarité. Cali Social, en partenariat avec d'autres entreprises, propose par exemple une ligne d'écoute qui s'appelle Thérapeute solidaire et qui est faite de professionnels bénévoles. Un autre dispositif complémentaire auquel je participe qui s'appelle Psychologue solidaire. Donc pour les établissements qui ne mettraient pas en place une ligne d'écoute, sachez que des dispositifs bénévoles existent et sont mis à disposition des personnels soignants, du personnel hospitalier non soignant et des autres professions qui sont engagées sur le terrain. D'accord. Bon, peut-être je vous propose, à moins que vous ayez peut-être un dernier commentaire à faire sur la situation des salariés en activité sur le terrain, je vous propose de passer peut-être à la troisième catégorie, troisième gros volet qui se développe énormément actuellement. Ce sont les salariés en activité partielle. Les demandes d'activité partielle ont explosé depuis 3 semaines. C'est pas une surprise, c'est pas une nouveauté. Ça en fait suffisamment l'actualité. Suspension du contrat de travail, donc dans le cadre de cette activité partielle, qui peut être totale dans le cadre des sociétés qui ont fermé. On pense beaucoup notamment aux hôtels, aux boîtes de nuit, aux discothèques qui ont dû fermer totalement, ou alors au contraire une activité partielle, pardonnez-moi l'expression, avec des sociétés qui ont réduit la voilure en termes d'activité, donc avec des salariés souvent télétravail, mais qui ont aussi du coup le champ libre. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette situation parce que d'un point de vue juridique, on n'est plus du tout dans la même situation que les deux premières, à savoir que le salarié qui est en activité partielle, son contrat de travail est suspendu. Donc ça ne se gère pas du tout de la même manière d'un point de vue psychologique et d'un point de vue juridique. Là encore, qu'est-ce qu'on fait du salarié en activité partielle? Techniquement, c'est suspendu. Si on était très froid, on ne devrait pas se contacter. Une des premières questions qui arrive, Magali, par exemple, a posé la question de est-ce qu'on se contacte quand on est en activité partielle? C'est une sorte de dérogation ou pas du tout? Est-ce qu'on maintient un lien? Est-ce que juridiquement parlant, cette activité partielle, comment on va la prendre en compte? Quelles sont vos sensations, on va dire, ou plutôt vos réflexions sur cette troisième volet qui n'a strictement rien à voir avec les deux premiers, puisqu'on ne travaille plus de fait? Alors, je vais répondre sur l'aspect santé psychique et santé plus globalement avant, Barbara, de te laisser poser en effet le point très important du cadre juridique par rapport à ces situations diverses d'inactivité, j'y mets des guillemets. D'un point de vue santé, ce que nous préconisons avec quels que soient les points de vue métiers, nous préconisons de maintenir du lien avec les collaborateurs qui seraient temporairement loin de l'activité, bien évidemment peut-être avec une fréquence moins importante que la partie de l'équipe qui serait encore en activité, mais pour autant la proposition et de maintenir du lien avec les personnes qui seraient soit en arrêt maladie, soit en chômage partiel. Bien évidemment, si le retour du collaborateur, parce que là, le cadre juridique est important, si le retour du collaborateur était très explicitement de dire « je ne souhaite pas être en contact avec mon employeur », il est vraiment important de respecter cette limite. Mais pour ceux qui sont ouverts à l'échange avec leurs collègues, maintenir du lien et voilà, que ce soit au détour encore de rituels humoristiques, concours de… Quelqu'un disait tout à l'heure dans les échanges, dans notre chat de dialogue avec vous les participants, concours de photos d'animal domestique, etc. Tout ça, ça maintient du lien. Barbara, je te laisse poser le point réglementaire qui en effet est extrêmement important sur ce sujet.
Je partage complètement ton avis. En réalité, il n'y a pas d'interdiction de la part de l'employeur d'entrer en contact avec un salarié dont le contrat est suspendu au plan juridique. Simplement, il est en règle habituelle, il y a la plus grande prudence qui est observée dans les situations où le salarié est en arrêt maladie, puisque il n'est pas possible au plan juridique, naturellement, de solliciter le salarié pour qu'il travaille. Donc à nouveau, la jurisprudence a calé ça de longue date. Il est possible, quand un salarié est en arrêt maladie, de le solliciter pour des choses essentielles à la continuité de ses missions en son absence, typiquement le code de son ordinateur, où est passé le dossier Intel, mais on ne peut pas demander au salarié d'entreprendre, de poursuivre son activité ordinaire alors qu'il doit bien évidemment mettre à profit ce temps d'arrêt pour se soigner. La situation présente, elle est totalement exceptionnelle. Donc il y a deux situations, Karine, que tu as reprises. Il y a celle, dans un premier temps, des salariés dont le contrat est suspendu car ils sont mis en activité partielle. Les décrets sont venus préciser depuis 10 jours les contours de la réforme de ce dispositif qui s'appelait chômage partiel autrefois, qui a été renommé activité partielle aujourd'hui. Et effectivement, un nombre inédit en volume d'entreprises, et j'entendais hier plus de 2 millions et demi de Français sont désormais en activité partielle. C'est absolument considérable et ça ne ressemble en rien à tout ce qu'on a connu par le passé quand on a accompagné des entreprises à placer leurs salariés en chômage partiel. Pour ces salariés dont le contrat est suspendu, je rejoins tout à fait ton avis, Karine. Il me semble nécessaire, compte tenu de la spécificité de la situation, de continuer à maintenir un lien, à entretenir un dialogue avec ces salariés, bien qu'ils ne soient pas en activité. Alors attention, il ne s'agit pas de les faire travailler quand même. Là, il faut être très vigilant et c'est un point juridique dont on a parlé avec Mathieu hier. Les contrôles vont être très importants, ou risquent d'être importants et soutenus dans l'après-confinement. Il est évident que l'administration va contrôler avec le plus grand soin les dossiers des sociétés qui ont sollicité le bénéfice du chômage partiel, mais qui ont continué à travailler. Donc là, une fois encore, continuer à entretenir un lien avec ces équipes a pour intérêt de maintenir cette dynamique, peut-être discuter de l'après, s'assurer que personne ne se sente trop isolé, demeurer une équipe, demeurer dans la cohésion. Donc c'est vraiment un encouragement psychologique, c'est une motivation collective, un sentiment d'appartenance aussi, car être privé du jour au lendemain de son travail, c'est pratiquement aussi difficile que de continuer à travailler avec les enfants autour. Et donc, ces problématiques-là, oui, il faut absolument continuer à communiquer. Et Karine l'a bien exprimé, bien évidemment, vous avez un collaborateur qui vous dit, écoutez, moi je suis submergé, je n'y arrive pas, je suis très préoccupé, j'ai besoin d'une autre type d'aide. Donc là, il faut adapter l'aide, peut-être une ligne d'écoute, etc. Ou bien le salarié ne s'exprime pas, ou est frappé par la maladie dans son entourage, on ne sursollicite pas le salarié qui a exprimé qu'il ne le souhaite pas. Mais on continue ce dialogue avec la communauté de travail. Je pense que c'est extrêmement important. On va déborder sur un point qui finalement est commun à l'ensemble des situations qu'on a gérées, qui est une question de Christelle, qu'on allait aborder. Quid des arrêts pour garde d'enfants? Alors des solutions de garde sont proposées, que fait-on? Pour rappeler peut-être le cadre juridique au départ de cette question, parce qu'il y a eu des gros couacs de communication sur cette question-là. À la base, le dispositif qui est prévu, c'est numéro 1, vous pouvez vous mettre en télétravail. Si vous ne pouvez pas vous mettre en télétravail et que vous avez des enfants de moins de 16 ans, vous pouvez solliciter les arrêts pour garde d'enfants sous réserve qu'un seul des deux conjoints qui gardent les enfants le fasse. Les deux conjoints ne peuvent pas le faire en même temps, en tout cas les deux parents, plutôt que d'utiliser le terme conjoint, les deux parents ne peuvent pas le faire en même temps. Là encore, il y aura des contrôles après, a priori, assez secs sur cette question-là. De manière concrète, comment on gère ça? Ça peut engendrer des tensions, il ne faut pas se mentir. Qui décide de garder les enfants et l'autre de rester en télétravail? Comment on fait? C'est quelque part induire qu'il y a un travail qui est plus important pour l'un que pour l'autre. Psychologiquement, ça se gère peut-être pas forcément évidemment. Juridiquement, comment on fait? Voilà, je vous laisse peut-être pas beaucoup de temps parce qu'on commence à arriver vers la fin, mais sur ce point-là, Karine d'abord peut-être et après Barbara sur
On gère comment cette notion d'arrêt de garde d'enfant par rapport au conjoint? On a quelque chose à dire là-dessus ou pas du tout? En fait, est-ce que ça peut induire une tension? C'est ça que je veux dire. de toute façon, c'est clair, et puis ça nous amènera à un point que l'on abordera après les réponses de Barbara, c'est que, comme je le disais plus tôt, nous sommes dans une situation d'adaptation extrêmement exigeante et on doit s'adapter rapidement, mais sur 2 domaines, la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Et bien évidemment, cette situation peut amener des tensions dans la sphère familiale, la sphère privée, et ce qui nous amènera après à faire un point sur une question qui a été posée concernant les violences conjugales, etc. Mais il est clair que qui se met en arrêt pour garde d'enfants, c'est un dialogue à instituer, à instaurer entre les parents. Et là encore, que chacun arrive à poser ses impératifs, je parle des 2 parents, hein, que chacun arrive à poser ses priorités et qu'il y ait une co-construction par rapport à la décision qui est prise, c'est extrêmement important. Et juste un point de dire que ce type de décision peut amener des frictions, des tensions entre les conjoints, entre les parents, au sein du couple. C'est normal, on traverse tous des moments qui sont plus ou moins confortables durant cette situation. Par contre, ce qu'il est important, c'est d'arriver à se poser, de nommer ce par quoi on est traversé, d'exprimer le besoin qu'il peut y avoir derrière l'émotion qui fait surface. Peut-être que l'on est agacé parce qu'en fait, la télé est allumée trop souvent, donc on va convenir d'une stratégie à la maison de temps de connexion à la télé ou pas. Mais tout ça pour dire, la communication à l'interne dans le foyer est aussi extrêmement importante, et c'était pour poser la décision de qui se met pour garde d'enfant. Alors ça va rebondir juridiquement. Vincent est en train de poser la question que j'allais poser à Barbara. On y arrive. Voilà, la situation de la garde d'enfants, on la prend en compte de manière objective juridiquement en termes d'objectifs. Là encore, je reviens toujours à cette notion d'objectif en termes d'évaluation. Ouais, bien sûr. Un salarié qui n'est pas en télétravail le salarié doit déjà concilier le télétravail, la situation sur le terrain, la garde d'enfants. Il y a un moment, tout ça va falloir le prendre en compte aussi, non, juridiquement parlant quand même. Ouais, bien sûr. La seule obligation, en fait, c'est un terrain, Karine le disait très bien. On est à la frontière de domaines, où la vie professionnelle envahit une sphère qui est normalement privée. Et donc là, que faire? Effectivement, la seule contrainte finalement pour l'employeur, c'est si le salarié décide de prendre ce congé pour garde d'enfant, l'employeur ne peut pas s'y opposer. C'est au fond la seule limite juridique qui existe dans ce débat. Le reste n'est pas vraiment juridique. Le reste, c'est un dialogue qui doit s'instaurer entre, puisque je me place du point de vue des relations entre la société et ses collaborateurs, c'est vraiment un dialogue. Comment faire au mieux, en fait, fondamentalement. Ceux qui préfèrent choisir parce que c'est véritablement impossible de maintenir une activité professionnelle décente, sauf à vraiment devenir vraiment dingue, doivent choisir ce recours à la garde d'enfants, et la société ne peut pas s'y opposer en aucune manière. À l'inverse, on connaît beaucoup de situations où, comme tu le disais Mathieu et comme le disait Vincent, on doit nécessairement s'adapter. C'est-à-dire, il y a des couples qui choisissent de continuer à télétravailler alors qu'ils ont des jeunes enfants. Ils vont définir un mode, co-construire, comme disait Karine, un mode qui va leur convenir le mieux possible. Et effectivement, c'est des journées de travail qui sont très bouleversées, où on va déborder sur des heures, des plages de travail qui vont être au moment où les enfants sont couchés. Et ça aussi, c'est compliqué pour ses collaborateurs en premier lieu, et aussi pour l'entreprise, en disant comment faire si j'ai envie de les joindre, est-ce que c'est légitime que je puisse les contacter alors qu'il est déjà tard, etc., etc. Tout ceci doit passer par un dialogue. On est dans l'adaptation. Avec Mathieu, on a eu ce dialogue très souvent en se disant les fondamentaux au plan strictement juridique. Il n'y a pas un tribunal qui viendra reprocher à une entreprise d'avoir fait son maximum pour s'adapter comme elle le peut
à bien évidemment la nécessité de continuer à produire ses activités, mais aussi à s'adapter autant que faire se peut à ce qui est devenu la vie de ses collaborateurs au plan professionnel. Donc, au fond, il y a les situations, sont extrêmement diverses. Pour certains collaborateurs, le télétravail se poursuit quasiment comme une journée de travail ordinaire. Et pour d'autres, cela demande une agilité extraordinaire. Et dans ces situations-là, la souplesse, le dialogue et la transparence sont probablement les meilleurs atouts pour continuer tous ensemble. Alors, au début, on va Karine le souligner, on va peut-être déborder un tout petit peu de notre sujet de base, mais ça en fait partie peut-être, je pense, parce qu'on parlait au départ de vie personnelle, de vie professionnelle, de cette gestion, et la question arrive, et la question explose de plus en plus, des violences conjugales. C'est un sujet qui déborde l'employeur. On n'est pas dans la relation de travail, mais on est quand même dans une relation humaine, donc il y a quand même quelque part quelque chose à gérer. D'abord, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qu'on fait si on apprend ça? Qu'est-ce qu'on fait si un salarié nous explique cette situation? Comment est-ce qu'on je pense que même si ce sont des violences qui s'exercent dans la sphère privée, je pense que via le travail, ça peut être un lieu d'identification ou de détection de situations à risque ou voire dangereuses. Donc là, on est sur l'assistance à personne en danger. Bien évidemment, ce ne sera pas à l'employeur à gérer ce type de situation. Pour autant, il y a des relais qu'il est important de connaître. Pour les violences conjugales, il y a un numéro qui est en place, c'est le 3919. Pour les enfants en danger, c'est le 119. Et il y a d'autres repères qui existent, mais je ne vais pas donner de numéro puisque ce sont des organisations départementales. Il existe la maison de l'adolescent, bien évidemment l'aide sociale à l'enfance et la maison des victimes. Et la maison des victimes, c'est une association qui intervient pas seulement dans le cas de victimes d'attentats ou de choses comme ça. C'est important d'avoir en tête ces relais. C'est important de se mettre en lien avec le médecin du travail ou l'infirmière de santé au travail qui sont tenus au secret professionnel. L'assistante sociale de l'entreprise peut aider. Les assistantes, je dis les assistantes, il y a maintenant beaucoup d'hommes, je suis désolée, qui pratiquent aussi ce métier. Les assistants sociaux sont des mines d'or de ressources et voilà, d'associations relais, de partenaires avec lesquels ils travaillent. Donc, bien évidemment, on est dans une situation, comme on l'a répété à plusieurs reprises, d'extrême adaptation. Les situations qui étaient déjà antérieurement fragiles et à flux tendu ont un risque non négligeable de se dégrader davantage. Donc, il est extrêmement important, même si la détection se fait via le travail et l'activité professionnelle, de prendre en compte ces situations, d'orienter et voilà, et d'adresser les choses aux personnes dont c'est la compétence. Mais bien évidemment, c'est très important de considérer ces choses-là, puisque pour être en lien avec d'autres professionnels, malheureusement, on sait, c'était une préoccupation que nous avions en amont, et on sait déjà, voilà, que ce type de situation est en train d'exploser parce que, voilà, c'est une épreuve compliquée et quand on se retrouve face à face, H24, avec quelqu'un qui est déséquilibré, qui a un problème de violence, bien évidemment, la situation, elle peut d'autant plus se dégrader quand on est confiné chez soi. Donc, vraiment, très important de se mettre en lien avec les professionnels qui connaissent les réseaux relais et qui savent vers qui adresser la situation pour qu'elle soit prise en compte et accompagnée. J'insiste, parfois, c'est une situation de danger. Donc, même si c'est au détour du travail, que ce soit le manager, la RH, le collaborateur, appelez une ligne d'écoute, appelez quelqu'un pour prendre conseil et signaler la situation ou échanger sur la préoccupation que vous avez par rapport à une situation. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une réaction sur le chat qui dit bon, c'est très intéressant, mais en soi, c'est pas un sujet RH ou en tout cas, c'est pas lié à ça. Pour moi, c'est un sujet RH parce que, comme vient de l'expliquer Karine, c'est une situation qui va exploser dans le cadre du Covid parce que c'est des environnements clos, comme vient d'expliquer Karine. Barbara, du coup, d'un point de vue RH, d'un point de vue juridique, un salarié qui vous reporte dans ce genre de situation, spécialement en ce moment,
une situation de violence conjugale, Isabelle sur le chat disait, ça fait partie de certains accords collectifs maintenant. Bien sûr, il y a l'obligation de vigilance, elle existe. C'est une obligation RH. C'est à partir du moment où on a connaissance ou suspicion d'une situation critique qui implique de la violence, nécessairement il faut la remonter, et j'ai pas d'autre chose à dire que ce qu'a déjà dit Karine, à savoir immédiatement alerter les personnes qui peuvent apporter une aide concrète, solliciter, parce qu'il y a aussi les situations où la situation peut être connue par un collaborateur et non pas décrite par la personne qui est victime elle-même, ça c'est fréquent, et là encore absolument activer tous les relais possibles au niveau RH, bien évidemment en privilégiant la médecine du travail qui elle-même va contacter tous les la sphère utile des relais. C'est absolument fondamental, précisément si la collaboratrice ou le collaborateur victime ne souhaite pas se confier. Un dernier point peut-être, parce que depuis le début, finalement, le point commun qu'on a dans toutes ces situations, c'est qu'on parle beaucoup du rôle des RH. Les RH doivent supporter, les RH doivent former, les RH doivent aider, les RH doivent maîtriser les compétences techniques, les compétences psychologiques, les compétences juridiques. C'est un peu compliqué, je pense, pour les RH en ce moment. Et surtout, qui aide les RH derrière ça? On a parlé des cellules d'écoute, on a parlé des cellules de formation. Il nous reste 4 minutes. Que font les RH maintenant, elles, pour ne pas exploser en vol? Je vous laisse 2 minutes chacune. Alors, je vais répondre très brièvement. Non, les RH, je pense que c'est important de rappeler le cadre et l'expertise de chacun, à chacun ses compétences, à chacun son cadre d'exercice professionnel. Les RH sont sursollicités, mais les RH ne sont ni médecins, ni infirmières, ni assistantes sociales et ni psychologues. On peut être formé à certains outils sur l'écoute, sur comment orienter les collaborateurs, mais la pluridisciplinarité a tout son sens. Maintenant, un précepte fondamental de prévention, c'est que pour bien accompagner autrui, je prends d'abord soin de moi. Et les RH seront peut-être d'autant plus vigilants, individuellement et collectivement, à prendre du temps pour soi, à partager entre pairs les situations qui se sont présentées de façon à trouver de la ressource et de façon à être disponible aux situations qui se présentent à soi. Barbara? J'irai très rapidement, effectivement. Peut-être leur rôle majeur, c'est de savoir dire aussi je ne sais pas, je vais me renseigner, je reviens vers toi, je fais mon maximum. Au fond, les personnes s'attendent pas forcément à avoir des réponses concrètes immédiates. Elles veulent un soutien, un échange et savoir qu'on s'occupe de leurs préoccupations. Et là déjà, il y a un gros travail pour les RH en ce moment. Voilà, je pense qu'on a abordé. Alors, il y a déjà des suggestions de prochaines tables rondes, notamment d'une part sur la souffrance des salariés qui sont en contact avec le public, parce que là encore, il y a des choses à dire. Comment gérer la relation, l'énervement et la frustration des autres personnes sur les salariés qui ne sont pas responsables d'une situation. Il y a aussi des questions sur un webinaire potentiel sur les indépendants, parce qu'on a beaucoup parlé des salariés, effectivement, mais d'un point de vue RH, mais les mêmes problématiques pour les indépendants, pour les libéraux, qui ont d'autres difficultés psychologiques et juridiques à gérer, mais il y en a tout autant. Donc, on va organiser tout ça. L'idée maintenant est d'avoir, je pense, une table ronde hebdomadaire pour aborder à chaque fois une thématique. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous allez recevoir directement après ce webinaire un document récapitulatif avec certains liens et les numéros de téléphone si vous souhaitez prolonger certaines conversations. N'hésitez pas. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup Barbara. Je clôt, il reste 2 minutes, mais je pense qu'on peut en clôturer là. Merci à toutes les deux pour vos interventions et je vous dis du coup à la semaine prochaine vraisemblablement. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci à tous, merci Barbara, merci à l'équipe de Cali Social qui est dans le back-office et merci à tous pour vos questions qui nous permettent de répondre au plus près de vos préoccupations et en effet, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Pardon Barbara, le replay pour répondre à Pierrette va être diffusé dans la journée, vous pourrez le retrouver sur le site de Webikeo. À bientôt. À bientôt, au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée.